il faut changer. Et Mobutu étant très vigilant, a commencé lui-même à changer. En 1990 et 1990, il commence par dire « Plus rien ne sera comme avant ». Ce sera le slogan. Il va faire des consultations nationales, il va faire des tournées dans le pays pour aboutir au fameux discours du 24 avril 1990. Comprenez mon émotion. On nous annonce la nomination de Tshisekedi Wamulumba Premier ministre. Donc, le troisième Premier ministre qui est nommé. C'est inattendu. La population réagit, en tout cas les militants de l'UDPS réagissent. Et Tshisekedi déclare qu'il n'a jamais demandé... consulté. N'a ni jamais demandeur, été consulté, ni preneur. Voilà, ni demandeur, ni preneur. Mais Ngbanda dira, non, voilà, on s'était bien convenu avec lui qu'il soit Premier ministre. Peu importe. Bon, en politique, il y a des coups bas, il y a des arrangements. Voilà. Bon, bref, voilà une troisième nomination. Donc, puisque ça ne marche pas, alors Crispin continue son rôle, Mulumba Lukoji continue son rôle de Premier ministre. Alors, quelque temps après, puisque nous sommes dans la logique de la conférence nationale, on va dire, il faut quand même qu'il y ait un gouvernement qui tient la route. Il va y avoir les accords du Palais de Marbre, où l'opposition rencontre les gens du président Mobutu pour se mettre d'accord. Ils se mettent d'accord pour qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Ce gouvernement d'union nationale doit être présidé par le leader de l'opposition, et ce leader de l'opposition, c'est Tshisekedi Wamulumba. Cette fois-ci, nous pouvons dire Étienne Tshisekedi Wamulumba, puisque les prénoms reviennent. Alors, discussion, Étienne Tshisekedi n'accepte pas de prêter serment comme ça devant Mobutu Andira, disant « je jure fidélité au président ». Il dit « il ne peut pas faire ça ». On se met d'accord en disant qu'on lui donnera la formule de prestation de serment, il n'aura qu'à signer et la prestation de serment sera effective. Alors, tout le monde suit à la télévision cette belle séance au Palais des Marbres du gouvernement d'union nationale présidé par Étienne Tshisekedi. Et le président Mobutu est à côté. Mais Étienne Tshisekedi prend son stylo. Avant de signer, il barre des choses et il signe. On n'a pas fait attention à ça. Il commence à travailler, il va à la primature comme Premier ministre. Quelques jours après, communiqué de la présidence pour dire Tshisekedi avait barré des éléments des prestations de serment. Donc, en conséquence, ce serment n'existait pas. Et comme ça n'existait pas, il n'est pas Premier ministre. Non, ce n'était pas légal. Le fait d'avoir barré, déjà, il avait tout fauché. L'illégalité totale. Mais on lui redonne une feuille, il n'a qu'à signer et le gouvernement sera en place. Refus de Tshisekedi. Parce que par conviction, il ne peut pas signer cet élément-là, je jure fidélité au président. Voilà. Et puis, ses convictions. Je vous ai dit, c'est l'homme de conviction. Il refuse. Bon. Alors, à ce moment-là,
Mobutu le révoque. Mais Tshisekedi estime qu'il n'est pas révoqué. Il va continuer à aller travailler. La DSP l'empêche d'entrer à la primature. Il va rester dehors, assis sur une pierre. Je crois qu'on peut retrouver ces images où le Premier ministre reste dehors le temps réglementaire du travail de la journée pour rentrer chez lui le soir. Tout le gouvernement fait ça. Ça, c'était pour la deuxième fois, deuxième nomination. C'est deuxième nomination. Ok. Bon, alors, à ce moment-là, Mobutu nomme Mungul Diak. Il y a Mungul. Bon, voilà, il y a Mungul, comme vous dites. Comme les Quinois l'appelaient. Il devient Premier ministre. Premier ministre pendant quelques mois. Et puis, il est remplacé par Ngunz Akar Ibond. Après le palais de marbre de Ngunz Akar Ibond, qui devient maintenant un peu le dissident de Tshisekedi, parce qu'il est dans l'opposition, mais il trouve que Tshisekedi, ça ne va pas. C'est lui maintenant le chef de l'opposition. Et il y a avec son parti politique, l'UFERI. L'UFERI. Il est nommé Premier ministre avec pour mission de mettre un terme à la conférence nationale. Effectivement, dès qu'il est Premier ministre, au mois de janvier 1992, il décide de mettre un terme à la conférence nationale. Je dois dire qu'il n'a toujours pas commencé, parce que nous sommes toujours dans le cadre du bureau provisoire, on essaie de faire les mandats des différents membres, ça ne marche pas. Alors, il commence effectivement à faire partie des délégués de différentes provinces, notamment du Katanga. On ne veut plus donner de per diem aux conférenciers, donc la crise est là. C'est alors que va intervenir cet épisode dit du 16 février, de la marche des chrétiens du 16 février 1992. Pour exiger l'ouverture. Pour exiger la réouverture de la conférence nationale souveraine. Donc les chrétiens partent des différentes églises le dimanche 16 février, marchent. Les chrétiens sans distinction. Sans distinction. Okay. Il y a des morts, au moins une trentaine de morts. Vous comprenez, il commence à y en avoir des morts, des morts, des morts. Et les chrétiens décident de faire une deuxième marche. Alors, Mobutu, commençant à constater que ça va mal, décide non, la conférence nationale peut continuer. C'est alors et alors seulement que les travaux de la conférence nationale ont pu reprendre. Alors, on a l'habitude de dire que la conférence nationale congolaise a duré longtemps et tout ça. Laissez-moi vous dire que c'est faux. La conférence nationale, avec son bureau définitif, a commencé au mois d'avril et s'est arrêtée en décembre. Donc, c'était de quelle année? Nous sommes en 92. 92. En avril, la conférence nationale amène à son bureau définitif avec Monseigneur Monsengo. Et la conférence nationale va faire son travail. Trois ou quatre décisions sont prises. Elle se déclare souveraine. Elle met en place un acte de disposition, un acte portant disposition constitutionnelle relative à la transition, donc la constitution de la transition. Elle élit le Premier ministre, on va en parler, et finalement, elle adopte le projet constitutionnel de la Troisième République. Au moins, ces choses-là seront faites. Bon, alors revenons à Tshisekedi, effectivement, au mois d'août 92, je me rappelle, puisque j'étais conférencier, je me permets. Participant, on nous appelait conférenciers. Voilà. Le 15 août, toute la nuit, élection du Premier ministre. Oui.
Tshisekedi est élu pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, où un Premier ministre est élu et Tshisekedi est élu Premier ministre. Son adversaire était qui? Thomas Kanza. L'adversaire de Tshisekedi. Bon. Malheureusement, on n'est pas au bout de nos difficultés. Tshisekedi met en place son gouvernement et habituellement, il renommait les mêmes. Il reprenait toujours ces mêmes ministres. Mais Mobutu va dire, mais oui, mais il y a des ministères de souveraineté qui sont des domaines de collaboration. Comme ça a toujours été. Voilà. Les affaires étrangères, l'histoire ne change pas, etc. Il faut qu'ils se mettent d'accord. Or, le Premier ministre a nommé sans qu'on se mette d'accord. Il demande au Premier ministre de bien vouloir le contacter pour qu'il se mette d'accord sur ces ministères. Vous connaissez d'avance la réponse. Refus du Premier ministre. Une fois de plus, Mobutu révoque le Premier ministre. Un homme catégorique, Tshisekedi. Révoque le Premier ministre élu et nomme un autre membre de l'UDPS Premier ministre, qui s'appelle Faustin Birindois. Voilà. Donc, vous voyez comment nous avançons. Faustin Birindois devient Premier ministre et il met en place une nouvelle monnaie, parce qu'à ce moment-là, la monnaie a tellement dévalué. Dépréciation du franc congolais. On est tous dans des millions. Il faut pratiquement des sacs entiers. On parle des Mukomboso, tout ça. Mukomboso, voilà. Toutes ces choses-là. Il va créer le nouveau Zaïre. C'est-à-dire, 1000 Zaïre devient un Zaïre. Comme ça, au moins, on supprime un certain nombre de zéro, etc. Bon. Cette réforme monétaire ne marche pas bien parce que Tshisekedi, comme Premier ministre, le quelque temps où il a agi, de toute façon, il demeure Premier ministre parce que son gouvernement continue à se réunir à limiter. Lui, il va donc prendre la décision de dire que la monnaie, le mot Komboso, les 5 millions, le billet de 5 millions que Mobutu avait instauré, il demande à la population de ne pas consommer cette monnaie. Et d'ailleurs, les nouveaux Zaïre et tout ça n'ont plus pas consommé ça. Parce que d'après lui, la réforme monétaire a été mal appliquée. A été mal appliquée. Ok, je comprends. Nous allons assister à un phénomène inédit dans notre histoire. Nous allons vivre une sécession monétaire. Donc tout le pays va consommer la réforme Birindois, sauf les Kasaï, qui va faire la sécession monétaire. Bon, alors, suite à tout cela, vraiment, alors maintenant, il va y avoir une facilitation de l'ONU. On va envoyer Lakhdar Brahimi, qui est un Algérien, pour essayer de mettre de l'ordre là-dedans. Mais avant, il y aura d'autres, Abdoulaye Wade viendra, etc. Bon, finalement, on aboutit à une conclusion nouvelle où c'est Kengo Adondo, Léon Kengo Adondo, qui est le Premier ministre. Maintenant, en mettant les deux bouts ensemble. Et on laisse tomber d'ailleurs l'acte portant disposition constitutionnelle relative à la transition, qui était contesté par les amis de Mobutu, pour mettre en place ce qu'on va appeler l'acte constitutionnel de la transition. Voilà. Nous sommes à ce moment-là en 94. Tshisekedi est en place et je crois que la première action du Premier ministre, il s'agit du Premier ministre Kengo Adondo. La première action de Kengo Adondo est d'aller à Kigali. Et donc, il y a là un problème à résoudre, cette question des réfugiés rwandais à Goma. Cette question-là. Il va aussi à Goma. Donc, nous sommes là déjà dans une problématique
qui va nous amener jusqu'à des difficultés d'aujourd'hui. Mais laissons ça de côté. Pour continuer avec notre histoire nationale, Kengo Adondo est en place, mais le président de la République est malade. Il est malade. Mobutu malade. Oui, il a le cancer de la prostate. D'ailleurs, lorsqu'on parlait de la monnaie, là, la population commencera par moquerie, mais moquerie cynique. On appelait le billet de banque là prostate. J'ai 5 prostates, 6 prostates. Bon. Donc, il est malade, il est à Genève. Malade. Alors, il y a du remous dans le pays. Kengo Adondo lui-même n'arrive pas vraiment à tenir le pays en place parce qu'il y a la grande opposition qui est incarnée par Tshisekedi. Alors, on s'attend au retour de Mobutu pour mettre en place un gouvernement qui peut réellement galvaniser l'opinion nationale parce qu'il y a déjà des violences à l'Est, n'est-ce pas? Nous sommes déjà en 96, ça commence à barder là-bas et l'AFDEL commence à attaquer. Quand Mobutu revient, il y a grande hésitation. Est-ce que c'est Tshisekedi qui va devenir Premier ministre? Est-ce que c'est Kengo Adondo qui continue? Finalement, il décide de mettre en place un militaire, le général Likoulia. Okay. Et le général Likoulia est le Premier ministre qui va gérer la fin. Parce que 96-97, nous avons l'arrivée de l'AFDEL qui prend le pouvoir le 17 mai, comme vous le savez, 1997. Alors, à ce moment-là, nous entrons dans une autre histoire de Tshisekedi où on aurait pu imaginer qu'il y ait une synergie avec l'AFDEL, mais l'AFDEL arrive en commençant à déclarer qu'ils n'ont rien à voir avec la conférence nationale et qu'ils ne reconnaissent pas les efforts faits de la lutte démocratique. Ce qui compte, c'est la lutte armée. Donc, le 29 mai 1997, au moment où Laurent Désiré Kabila prête serment, il y a des manifestations dans la ville de l'UDPS et de Palou contre l'AFDEL. Contre l'AFDEL. Voilà, donc on commence par ça. Et Tshisekedi dira tout de suite que le libérateur a besoin d'être libéré. Le libérateur, Laurent Désiré Kabila, a besoin d'être libéré. On voit qu'il est prisonnier. Que ces gens-là nous disent combien a coûté cette affaire, nous le payons et qu'il rentre. Le libérateur a besoin d'être libéré. De son entourage, oui, il était prisonnier. Ce genre de déclaration va lui coûter cher. Okay. Il va à nouveau être arrêté. En 1998, il est envoyé une fois de plus au village avec des instruments agricoles pour faire l'agriculture. Voilà. Mais apparemment, il y a un troisième court mandat aussi de Tshisekedi comme Premier ministre. C'était vers 1997. Il a été encore nommé Premier ministre. Non, pas tout à fait, parce qu'au moment où Mobutu est malade, il rendra visite à Mobutu à Genève. Et quand il reviendra, il dira à tout le monde que voilà, le président va me nommer Premier ministre. Mais quand le président arrive, finalement, il ne le nomme pas, il nomme le général Likoulia. OK? Donc, voilà, ça va mal. Et donc, Tshisekedi continue à être dans l'opposition avec Laurent Désiré Kabila, bien que l'AFDEL, à peu près partout, utilise les militants de l'UDPS. Parce que dans les différentes provinces, on va procéder par l'élection des gouverneurs au stade. À peu près partout, ce sera
ce seront Les des gouverneurs candidats de l'UDPS. Même les meilleurs cadres congolais seront des gens de l'UDPS. Mais pas sous l'étiquette UDPS, mais comme individu. Alors, ça va mal, et donc finalement nous connaissons qu'en 98, la guerre prend d'autres formes. Maintenant là, Laurent Désiré Kabila est lui-même obligé à dénoncer la présence rwandaise et ougandaise. La présence des étrangers. Des étrangers. Il va donc dénoncer les parrains, alors que jusque-là, il les couvrait. Jusque-là, il disait non, 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 ce sont les Kadogo. Tshisekedi avait dit. Oui, les Kadogo. Donc à ce moment-là, le libérateur va se libérer et avoir des problèmes avec ses parrains qui vont chercher à l'assassiner. Et parce qu'ils vont chercher à l'assassiner, il va prendre les devants, il va les renvoyer. Nous allons vivre des périodes très difficiles qui n'ont pas directement un lien avec la personnalité de Tshisekedi, mais globalement, il va y avoir des attaques. Comme vous le savez, il y a l'opération aéroportée des Rwandais de l'AFDEL jusqu'à Kitona pour essayer de prendre la ville de Kinshasa par revers, et la population qui va réagir, etc. Donc, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Alors, maintenant, nous entrons dans cette dernière phase où l'opposition de l'UDPS va continuer à demeurer permanente, puisqu'elle ne va pas accepter de fonctionner avec la mise en place de Joseph Kabila comme chef de l'État. Ils ne seront pas partie prenante. Là, nous sommes en 2001. Nous sommes en 2001. Ils ne seront pas partie prenante au gouvernement. Mais nous retrouvons l'UDPS lorsqu'il va être question maintenant de la conférence Dialogue intercongolais. Dialogue intercongolais. Là, l'UDPS et Étienne Tshisekedi est le grand leader de l'opposition non armée. Voilà. Non armée. Mais là aussi, malheureusement, lorsqu'on arrive à la mise en place du gouvernement d'union nationale, que nous avons l'habitude d'appeler 1+4, Tshisekedi n'est pas le vice-président au nom de l'opposition non armée, comme c'était prévu. C'est Zaïdi Ngoma qui occupe ce poste. Ce qui fait que l'opposition de Tshisekedi, d'une certaine manière, va continuer, puisque l'UDPS ne sera pas partie prenante du référendum et n'acceptera pas de fonctionner pour les élections. Apparemment, il était victime de marginalisation. Hein? Bien sûr. Il était à chaque fois marginalisé. C'était dû à quoi? Bon, mais vous savez, c'est un homme de caractère. Et la politique congolaise, j'espère que ça va changer maintenant, est une position faite de beaucoup de compromissions. Beaucoup de petits arrangements. D'arrangement en arrangement, on sort finalement de l'essentiel et de ce qu'on veut réellement. Or, lui, c'est l'homme qui cherche toujours la rectitude. Et de ce fait-là, hélas, malheureusement, il sera toujours marginalisé jusqu'au bout, parce qu'il ne sera jamais président de la République. Okay. Voilà. Donc, en 2006, il n'est pas candidat, l'UDPS ne fonctionne pas avec ces élections, mais en 2011, il décide d'être candidat à la présidence. Et il tient à être chef de l'État. Pas question de chaises vides. Pas question de chaises vides. De la politique de la chaise vide. Donc maintenant, là, on peut dire qu'il entre maintenant, je dirais, dans la bataille pour la conquête. Conquérir le pouvoir. Mais Ngoï Mulunda nous donne les résultats des élections. Tshisekedi est battu, c'est Joseph Kabila qui est élu. Bon,
Voilà la situation. Mais Tshisekedi estime, il n'est pas le seul, beaucoup de gens pensent que c'est lui qui avait emporté cette élection. Ce qui va nous mettre dans une situation difficile parce que le président Kabila prête serment au palais de la nation, mais Tshisekedi prête serment à l'Imete. Okay. Et donc, encore, nous retrouvons un peu le schéma des années précédentes. L'histoire se mais là, répète. au moins, ça ne va pas continuer. Alors, lorsque nous nous approchons maintenant de la fin du mandat, nous arrivons ainsi à la fin, nous arrivons à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila, en principe en 2016, en 2017, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Il y a des négociations à faire. Parce qu'on se rend compte que les élections ne sont même pas préparées. Et on traîne les pieds. Et il y a des déclarations qui laissent entendre que, mais en fait, pourquoi pas, on peut revoir la Constitution. Comme dirait quelqu'un, respecter la Constitution, c'est l'amender. Donc on voit bien qu'on prépare quelque part le principe d'un troisième mandat éventuel. Alors, Edem Kojo est venu pour faire donc de la médiation. Après que l'opposition se soit regroupée en Géval, en Belgique, pour pouvoir se mettre d'accord, pour avoir une seule voix dans toutes ces questions. Mais Tshisekedi va estimer que Edem Kojo ne joue pas les jeux. Edem Kojo roule plutôt pour le pouvoir en place. Il ne va pas accepter cette médiation. Finalement, il y a une médiation qui porte ses fruits, c'est la médiation des évêques à la Cinco, qui fait qu'on arrive à une conclusion, les accords dits de la Saint-Sylvestre. Au moment où on allait mettre en place ces accords de la Saint-Sylvestre, c'est alors, hélas, Tshisekedi meurt. Les accords de la Saint-Sylvestre, c'était à la veille, non? Oui, les accords de la Saint-Sylvestre avaient commencé donc en 2016, parce qu'on préparait déjà la fin du mandat de Kabila. De Kabila, Joseph Kabila. De Joseph Kabila, et où on s'était dit, on ne sera pas prêt. Cet accord-là donnait la possibilité de se donner encore 1 an, de prolonger le mandat de Joseph Kabila d'1 année pour qu'on puisse préparer les élections. Mais pendant cette année de prolongation, il fallait alors qu'il y ait un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement de consensus. De consensus. C'est à ce moment-là que Tshisekedi meurt et que finalement, il va y avoir une mise en place contestée et contestable pour certains, qui va faire que c'est Sami Badibanga, je crois. Oui, Sami Badibanga. Et puis par après, Bruno Tshibala. Voilà, tout ça, qui devient Premier ministre. Bon, alors à ce moment-là, l'UDPS, déjà, il y a 2 tendances. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. En tous les cas, Tshisekedi aura tenu son rôle. C'est-à-dire qu'il a fait la lutte pour la démocratisation, pour la démocratie dans le pays. Il a créé un grand parti, l'UDPS, et on doit dire aussi il a formé politiquement des gens, parce que la plupart des hommes politiques congolais d'aujourd'hui sont des gens qui ont été formés dans les cadres de l'UDPS. C'est une nouvelle génération. La génération avant, c'était des gens qui avaient été formés par Mobutu. Mais avant ça, il y avait des gens formés par Lumumba. Mais donc nous sommes là dans la génération des gens qui ont été formés par Tshisekedi ou Mulumba. Voilà. Etienne Tshisekedi ou Mulumba meurt
le 1er février 2017. Quelle était la cause clinique de sa mort? Ce qu'on doit savoir, c'est qu'il il est mort de maladie. Ce n'est pas une question d'un empoisonnement ou quelque chose. Non, non, non. Voilà. À un certain âge, 84 ans, c'est quand même un bel âge. Et donc, voilà. C'est ça qui intervient à la fin. Donc, on peut dire qu'il s'éteint dans le calme après avoir mené une vie, je dirais, pleine au service de la nation. Il a été incarcéré à maintes reprises jusqu'à ce qu'il a été tatoué. Vous avez une idée sur ça parce que apparemment il parlait d'un tatouage. Mais vous savez que ça, c'est l'histoire de toutes ces prisons de la relégation. Des prisons créées pendant la période coloniale, nous en avons déjà parlé. On envoyait des chefs coutumiers récalcitrants, on envoyait des adeptes du kibanguisme et de Kitawala. Et après, Mobutu va utiliser ça comme des prisons politiques. Dans ces prisons-là, on ne s'amuse pas. Hein. Il y a Buluo, Ekafera, Osio, Punia. Ce sont des prisons, je dirais, où on est torturé, où parfois on reste dans l'obscurité, et on n'a presque rien à mettre sous la dent. Donc ce sont des emprisonnements extrêmement lamentables. Et j'ose espérer qu'il n'y aura plus jamais ce genre d'emprisonnement dans notre pays. Professeur, 2 ans après, le corps de Tshisekedi est rapatrié ici, en République démocratique du Congo. Pourquoi tout ces temps? En tant qu'historien, comment expliquez-vous ça? Bon, mais on a mis 2 ans. Ce n'est pas beaucoup. Je connais quelqu'un d'autre qui s'appelle Mobutu, dont le corps est toujours ailleurs, au Maroc. Donc, il fallait arriver à ce qu'il y ait, n'est-ce pas, les préparatifs suffisants. D'ailleurs, même dans notre histoire traditionnelle, dans nos royaumes anciens, quand un roi mourait, parfois on mettait 1 mois avant l'enterrement. Parfois on mettait 1 mois avant d'annoncer qu'il est mort. Donc on n'annonce pas forcément le jour même. Donc il fallait qu'il y ait tous les arrangements nécessaires. Nous étions à une période compliquée sur le plan politique. Il fallait que tout soit en place et fort heureusement, il a pu avoir sa sépulture au Congo. J'ai parlé de Mobutu, je voudrais aussi parler de Moïse Tshombe, qui est toujours enterré à l'extérieur. Le corps n'est pas revenu au pays. Ce sont quand même les grands acteurs politiques de la nation. Et moi, si je peux me permettre de dire quelque chose à la fin, j'ai toujours pensé qu'on devrait créer le cimetière de la République. Il faut un grand cimetière de la République qui soit un peu comme notre Panthéon, où nous enterrons, n'est-ce pas, les grands acteurs de ce pays. Pour le moment, ils sont dispersés, Kasavubu est là-bas, Intel est là-bas, etc. Ce n'est pas intéressant. Il faudrait que ce qui est fait est déjà fait, mais au moins pour la suite, s'il y a un cimetière de la République, ça nous permet d'avoir un endroit où nous avons toutes les grandes figures de notre pays, où la jeunesse peut aller visiter ces différentes tombes, ces différents mausolées, au lieu de les mettre chacun de son côté. UDPS, hier, parti de l'opposition. Aujourd'hui, UDPS, parti au pouvoir. Quel conseil allez-vous prodiguer au cadre de ces grands partis politiques? Bon, il y a d'abord à l'interne et à l'externe. Oui. À l'interne, nous avons vu pendant les années 80, les militants de l'UDPS ont vécu un véritable martyre. Ce qui fait que nombre de martyrs
ces gens ayant souffert dans leur corps, ayant été arrêtés ou ayant peur d'être arrêtés, sont partis à l'étranger. Et un président comme le président Mitterrand en France, il suffisait de montrer la carte de l'UDPS, vous étiez reconnu comme réfugié politique. Donc, ils sont partis nombreux. Et ils ont eu des enfants qui ont grandi. C'est maintenant et maintenant seulement que cette partie des compatriotes rentre au pays, sont rentrés au pays. Naturellement, ça crée une situation qui peut prêter à confusion, où l'on dit, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a que des Balouba et tout ça? Voilà, il y a une grande communauté qui avait été marginalisée et qui revient. Le prix à payer est qu'on devrait, oui, effectivement, passer par une période où, ayant le pouvoir, qu'il y ait des gens qui puissent l'exercer puisqu'ils ont le pouvoir. Bon. Naturellement, dans la logique maintenant de la nation, comme l'UDPS l'a fait déjà depuis les années 82, la diversification. Il faut que le parti national qu'est l'UDPS devienne effectivement un grand parti national, c'est-à-dire avec une implantation suffisante dans les différentes régions, incluant les différentes communautés de la nation. Ça, c'est une chose. Et en appliquant, évidemment, les règles de la démocratie à l'interne également dans ce contexte. Alors, au niveau d'un parti qui est au pouvoir, bien sûr, la chose qui est attendue, c'est véritablement mettre le pouvoir au service du développement de la nation, en s'attaquant aux problèmes fondamentaux de la population. C'est la précarité. Les Congolais ne peuvent pas continuer à être si malheureux, si pauvres. Ils apprennent à la télévision qu'ils sont dans un pays riche. Ça, ils l'apprennent, ou ils l'étudient à l'école. Mais ils n'ont jamais senti dans leur vécu. Cette réalité. Oui, voilà. Il faut quand même que quelque part, ils sentent dans leur vécu que moi, j'appartiens à un pays riche. Oui. Quelles leçons pourrons-nous tirer de la lutte de Étienne Tshisekedi à Mulumba en tant que Congolais? La force de la conviction. Nous employons souvent une phrase au Congo qui est malheureuse, qui dit « la politique est dynamique ». C'est-à-dire que, écoutez, je peux ne faire n'importe quoi pourvu que je sois en place. Non, la politique n'est pas dynamique dans ce sens-là. Parce que ça, ce n'est pas une politique dynamique. Ça, c'est une politique fondée sur une succession de compromissions. Et ça, c'est regrettable. Ce n'est pas ça. Si la politique est dynamique, ça veut dire que ce sont des responsables qui sont à l'écoute et qui sont capables de modifier les politiques qu'ils ont en tête à partir de cette écoute de la population. C'est ça, la politique est dynamique dans ce sens-là. Mais elle n'est pas dynamique dans le sens de dire, comme un poisson dans la rivière, je change de direction, je monte le courant, je descends le courant, pourvu que je sois toujours en place. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, fils biologique d'Étienne Tshisekedi à Mulumba, président de la République démocratique du Congo, quel message pourriez-vous lancer au chef de l'État? Bon, le message, d'abord, je voudrais noter que la population congolaise fait pleinement confiance en Félix-Antoine Tshisekedi. C'est à la fois un privilège et une responsabilité, une grande responsabilité. Et après 6 décennies de tâtonnement, on s'attend à ce que maintenant, le deuxième mandat du président
Félix-Antoine Tshisekedi soit vraiment un mandat où le Congo va connaître une avancée significative dans tous les domaines, dans la lutte contre l'insécurité, dans la lutte contre la précarité, dans la réconciliation nationale, mais également dans son rayonnement dans le monde. Et je pense que c'est un peu, si j'ai bien compris, ce qui relève des grands axes qu'il a situés dans son discours d'investiture. Merci, professeur, pour votre intervention. Merci en tout cas pour cette émission sur Étienne Tshisekedi Ouamulumba. Je suis à votre disposition toujours. Étienne Tshisekedi Ouamulumba, un homme de conviction, un homme autoritaire, un homme rigoureux et puis un résistant, un vrai combattant. Il a lutté jusqu'à son dernier souffle pour peut-être l'amélioration de la vie sociale de la population en tant qu'opposant. Il s'est opposé farouchement à plusieurs gouvernements parce qu'il voulait une vraie démocratie dans notre pays, la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous prochainement.